Anatole Collinet-Makosso. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, la République du Congo va fêter les 65 ans de son indépendance. Quel sera cette année le thème majeur des célébrations ? Il s'agit simplement de consolider l'unité nationale, de renforcer la paix et de poursuivre le développement que nous avons amorcé depuis des années sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Alors le développement, 4 ans après votre arrivée à la primature, vous mettez en avant les chiffres de la croissance du Congo-Brazzaville, mais beaucoup de Congolais continuent de souffrir des arriérés de paiement et des pénuries d'électricité. Est-ce que cela ne risque pas de ternir votre bilan ? Il faut déjà repartir 4 ans auparavant pour redéfinir le contexte dans lequel nous avons pris la tête du gouvernement et surtout le moment où le président Denis Sassou Nguesso avait présenté à son peuple son projet de société. Dans tous les cas, s'agissant du bilan, le président Denis Sassou Nguesso avait dit qu'il rendra compte au peuple le moment venu et il le fera en toute transparence et en toute responsabilité. En principe, il ne me revient pas le droit d'anticiper sur ce qu'il dira à son peuple en toute franchise. Mais puisque vous m'interrogez sur la question, on peut déjà dire qu'un effort important a été accompli quand on tient compte du contexte. Il y a 4 ans, nous avions totalement perdu la confiance des bailleurs de fonds et aujourd'hui, on peut dire que cette confiance a été rétablie. Ce n'est pas rien. Il vous souviendra qu'il y a 4 ans, nous étions pratiquement un pays ostracisé au motif que nous avons un lourd endettement. On peut dire aujourd'hui qu'un effort important a été accompli pour que nous soyons partis du désendettement pour le développement. Donc oui, il est possible qu'il y ait encore des difficultés dans la marche du pays, mais la réévaluation de notre modèle économique qui nous a amené à ne plus recourir systématiquement à l'endettement et plutôt à privilégier le partenariat public-privé, à promouvoir les investissements directs étrangers et à faire en sorte que l'État puisse renforcer ses ressources domestiques pour ne pas compter systématiquement sur le pétrole. Oui, il y a une trajectoire qui est tracée et qui peut nous permettre de dire que des bases importantes ont été posées pour un développement de demain. Maintenant, s'agissant des difficultés que les Congolais connaissent au quotidien, le pays se développe, il ne se construit pas en un jour. Je rappelle que nous allons fêter 65 ans d'indépendance et que lorsque nous prenions la tête de ce pays en 1960, il n'y avait presque pas d'État, il n'y avait pas d'administration. Ce qui a amené André Malraux à le dire, non sans pudeur, que la France laisse un pays mais ne vous laisse pas d'État, c'est à vous de le construire. Vous parlez d'électricité, nous n'avions en 1960 qu'un barrage hydroélectrique de Djoué qui ne produisait que 14 mégawatts. Voilà, c'est tout ce que nous avons trouvé. Et quelques centrales thermiques. Aujourd'hui, 60 ans après, le Congo a produit des barrages, a produit des centrales électriques qui lui permettent d'avoir au moins près de 700 à 800 mégawatts. Ça veut dire que les Congolais n'oublient pas d'où nous venons et savent qu'à chaque étape, nous faisons quand même un peu plus d'efforts vers le développement. Vous voulez sortir du tout pétrole, mais est-ce que 80% du budget de l'État congolais ne dépend pas encore des ressources pétrolières ? Un effort est en train d'être accompli en termes de diversification de l'économie et vous voyez que ces 2 dernières années, et principalement à partir de l'année 2026, les ressources hors pétrole vont représenter une part assez significative. Alors pour convaincre les grands investisseurs internationaux de revenir au Congo, vous menez une lutte significative contre la corruption, mais en mars dernier, alors qu'elle était en France, la première dame Antoinette Sassou Nguesso a fait l'objet d'un mandat d'amener de la part du juge français qui enquête sur les biens mal acquis. Elle a dû quitter rapidement le territoire français. Est-ce que cela ne montre pas qu'il y a encore, Monsieur le Premier ministre, beaucoup à faire contre la corruption dans votre pays ? Premièrement, elle n'avait pas quitté précipitamment le territoire français. Elle est partie du territoire français dans les règles, conformément à son agenda qui a été préétabli. Deuxièmement, vous faites allusion à des actes de corruption, à les supposer établis qui auraient existé longtemps avant, depuis les années 2000. Donc, s'il y a des efforts en matière de lutte contre la corruption, vous n'allez pas les juger en fonction des actes supposés avoir été commis longtemps à l'avance. Troisièmement, nous n'avons aucune preuve que Mme Antoinette Sassou Nguesso ait été coupable d'actes de corruption parce que les biens dont il s'agit, nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement et de quelle manière ces biens ont été acquis. C'est la vie privée de Mme Antoinette Sassou Nguesso. Ces biens n'ont rien à voir avec des actes de corruption commis au Congo
parce que ni la justice congolaise, ni l'administration congolaise n'avaient reconnu en Madame Sassou une once de culpabilité ou une once de présomption de culpabilité en termes de biens mal acquis. Il faut d'abord que ce soit prouvé pour qu'on s'accorde sur le fait que des biens auraient été mal acquis et se retrouveraient sur le territoire français. En mars prochain, Monsieur le Premier ministre, aura lieu l'élection présidentielle. Est-ce que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui cumule déjà plus de 40 ans de pouvoir, sera candidat à un nouveau mandat? Franklin Roosevelt vous avez déjà donné un enseignement que ce n'est pas au milieu du guet qu'on change de cheval. Ou un bon cavalier ne peut pas laisser sa cavalerie au milieu du guet. Donc pour nous qui avons encore la chance d'avoir à la tête de nos États des hommes d'une certaine expérience, qui ont connu l'Afrique dans tous ses États, en temps de guerre, en temps de crise, en temps de deuil, en temps de joie, en temps d'épreuve, pour ces gens-là qui ont traversé toutes les épreuves avec le continent, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous priver de leur expérience et de leur sagesse. C'est pour cette raison que nous pensons que Denis Sassou Nguesso reste justement le candidat idéal pour continuer à mener les combats dans un environnement totalement tourmenté, pour poursuivre en profondeur et en douceur les réformes que nous avons engagées. Donc vous nous annoncez qu'il sera candidat? Je ne vous annonce rien, il a la réquisition populaire, sous réserve de ce qu'il dira lui-même, mais jusqu'à preuve du contraire, son peuple le réclame comme candidat parce que son peuple estime qu'il n'a pas besoin de subir un saut dans l'inconnu et il est hors de question pour Denis Sassou Nguesso d'être ce chevalier qui laisse le peuple au milieu du guet. Et quand est-ce qu'il confirmera cette candidature? Mais nous ne sommes pas encore en période électorale, ni de campagne électorale, ni de dépôt de candidature, donc il le fera certainement le moment venu. Depuis le lendemain de la présidentielle de 2016, deux des principaux adversaires politiques du chef de l'État, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont en prison. Ils ont été condamnés à 20 ans et beaucoup les considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce que leur maintien en détention ne risque pas de retirer un certain crédit à l'élection présidentielle à venir? S'il suffit d'être homme politique et d'avoir été jugé et condamné pour être considéré comme prisonnier politique, je demanderais d'ailleurs qu'on puisse libérer ceux qui portent les bracelets un peu partout dans le monde, aussi puisque ce sont des acteurs politiques. Est-ce qu'une grâce présidentielle est envisageable d'ici le mois de mars prochain? Lorsqu'on aura vu par exemple que dans certains pays, les hommes politiques coupables d'infractions qui auraient été jugés ont bénéficié comme ça d'une grâce présidentielle, peut-être que nous en tirerons les leçons et ça nous servira peut-être d'exemple. Pour le moment, c'est des compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine conformément aux décisions de justice qui ont été rendues. Ils n'ont pas fait de demande particulière parce qu'ils pensent que les décisions de leur justice doivent être respectées. Nous leur rendons hommage et témoignons de notre solidarité et de notre compassion parce que être privé de liberté, c'est toujours quelque chose de difficile. Mais nous savons que les Congolais ont une pensée pieuse pour ces compatriotes qui sont en train d'exécuter leur peine en reconnaissance à l'œuvre de justice qui a été rendue au nom du peuple congolais et par respect pour le peuple congolais. Ils purgent correctement leur peine. Nous leur rendons hommage. Autre opposant politique, Lassym Bouiti du Parti Les Socialistes, le 11 mai dernier, quelques jours après l'annonce de sa candidature, il a été enlevé chez lui par des hommes armés encagoulés, puis tabassé pendant 9 jours avant d'être relâché. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il règne aujourd'hui à Brazzaville une violente campagne d'intimidation contre certaines personnalités qui voudraient compétir l'année prochaine? Si on me cite un seul établissement sanitaire qui avait reçu M. Lassym Bouiti, même de passage, même en hospitalisation de jour, parce que pour avoir été tabassé tel que cela nous est rapporté, ça veut dire qu'il n'a eu la vie sauf que lorsque les soins lui ont été apportés. Il faut donc qu'on me cite un seul établissement sanitaire par lequel M. Lassym Bouiti est passé. Ou encore qu'on me cite un seul établissement de police, de gendarmerie dans lequel M. Lassym Bouiti a séjourné. S'il n'y a aucune information à ce sujet, je considère tout le reste comme étant une légende. Anatole Collinet-Makosso, en octobre prochain, l'UNESCO va élire son prochain directeur général. Il y a 3 candidats, la Mexicaine Gabriela Ramos, l'Égyptien Khaled El Enani et votre compatriote, Édouard Firmin Matoko. Celui-ci ne s'est déclaré candidat qu'au mois de mars dernier, 2 ans après son rival égyptien. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas un handicap? Dans quel pays et dans quelle institution on présente la candidature 2 ans avant la période de l'élection?
élections, notre compatriote a présenté sa candidature dans les délais. Les candidatures à l'UNESCO ont dû être ouvertes à partir d'octobre 2024. Et on avait jusqu'à mars 2025 pour faire acte de candidature. Si un candidat a présenté sa candidature 2 ans auparavant, je voudrais bien savoir à quelle instance de l'UNESCO cette candidature a été posée et dans quel intérêt. Voilà. Le candidat égyptien Khaled El Ennaini a un CV assez impressionnant puisqu'il a été ministre égyptien des Antiquités et puisqu'il a organisé avec succès en 2021 la parade dorée des pharaons. Quels sont les atouts du candidat congolais Edouard Firmin Matoko face à ce candidat prestigieux? Son expérience au sein de la maison, près de 30 ans cadre de l'UNESCO, et pour avoir préservé le patrimoine culturel partout dans le monde, y compris en Égypte, et au regard de tout son parcours, on pense qu'au moment où l'UNESCO traverse une période de turbulence avec le désengagement de certains États et pas des moindres, les États-Unis par exemple, voilà, nous pensons qu'il faut que ce soit quelqu'un de la maison qui puisse conduire ces réformes en douceur et en profondeur. Et puis, notre patrimoine culturel, notre histoire et nos aspirations futures peuvent nous permettre effectivement de penser que M. Firmin Edouard Matoko est le candidat idéal en cette période de crise pour relever les défis de l'UNESCO. Est-ce que le candidat égyptien n'est pas soutenu par plusieurs pays comme la France et aussi par l'Union africaine? Soutenu par l'Union africaine, je ne sais pas. L'élection se passe à l'UNESCO. Donc ce n'est pas à l'Union africaine qu'on doit obtenir le soutien pour une élection qui se passe à l'UNESCO. Ça, c'est un. Le vote impératif étant nul dans tous les processus électoraux, ce n'est pas à l'Union africaine d'imposer un vote là où on requiert la volonté souveraine des États. Deuxièmement, cette candidature, qu'elle soit soutenue par la France, c'est un fait. Il n'y a aucun problème. Nous notons, ce n'est pas la première fois que la France voterait contre le Congo. Si la France peut être indifférente à la candidature portée par Brazzaville, capitale de la France libre d'hier, mais il y a des pays comme l'Angola qui ont le sens de la gratitude, qui ne peuvent pas oublier qu'au moment où ils célèbrent aujourd'hui le 50e anniversaire de l'indépendance, que Brazzaville et le Congo ont joué un rôle très important pour leur indépendance, que nous allons tous célébrer aujourd'hui. Les pays comme l'Afrique du Sud ne peuvent pas manquer de gratitude au moment où nous allons célébrer bientôt le 35e anniversaire de la fin de l'apartheid. Il se souviendra du symposium littéraire contre l'apartheid organisé à Brazzaville. Vous voyez, il y a des pays qui ont encore le sens de la mémoire, de la gratitude. Le Mozambique non plus ne peut pas oublier ce que le Congo a fait pour la libération des peuples d'Afrique australe. Voilà, ce que la France oublie, les autres pays ne l'oublient pas. Je déplore simplement que le vote qui est supposé être secret soit maintenant publié comme ça avant même l'élection. Voilà. Oui, vous regrettez la lettre officielle française qui a fuité et qui montre que Paris soutient ce candidat égyptien. Paris n'a pas dit qu'il soutient le candidat égyptien. Paris a dit qu'il vote pour le candidat égyptien à tous les tours. C'est la première fois qu'on a entendu parler de cela. Mais comme nous l'a dit le président de la République, nous gardons l'éthique. Nous ne versons pas vers la surenchère politique. Après tout, nous sommes en compétition avec l'Égypte, principalement certainement, puisqu'on parle moins de la candidature mexicaine. Mais après l'élection, la fête aura lieu à la maison. Et peut-être que la Mexicaine Gabriela Ramos pourra profiter des divisions au sein de l'Union africaine entre l'Égypte et le Congo-Brazzaville, non? Elle pourra faire valoir aussi son expérience, parce que justement nous avons besoin dans ces périodes difficiles des gens expérimentés. Le capital expérience de la candidature mexicaine, tout comme le capital expérience de la candidature congolaise, seront un atout réel pour les défis que nous devons relever au niveau de l'UNESCO. Et en tout cas, vous comptez sur la solidarité des pays africains avec le candidat Edouard Firmin Matoko. Nous comptons sur le sens de la gratitude et sur la volonté souveraine des États à reconnaître effectivement qu'ils ont intérêt à veiller à ce que l'UNESCO soit conduite par des personnes d'une certaine expérience, et ils se rappelleront que le candidat Matoko est cette personne même. Voilà. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bobouvier.